Très chers élèves, bonjour. Passez les leçons de méthodologie sur la dissertation de commentaires. Nous allons aborder un des thèmes majeurs de ce que vous allez étudier comme thématique en terminale. Alors, le cours que nous allons voir aujourd'hui a pour générique la connaissance de l'homme. Alors, cette question est des plus importantes. Et en tant que thème, et comme tous les thèmes de philosophie, ce thème-là n'est pas contemporain. Le problème de la connaissance de l'homme remonte depuis l'histoire de la philosophie dans l'Antiquité. Sauf que les premiers philosophes présocratiques et même socratiques ont thématisé sur le sujet avec une réponse des plus évidentes. L'homme est un sujet pensant. On se souvient d'Aristote qui, dans une célèbre formule, a dit que l'homme est un animal doué de raison. C'est-à-dire que physiquement, physiologiquement, l'homme est un animal. Il naît, il se nourrit, il se reproduit, il vieillit, il meurt comme tous les autres animaux. Sauf que, à la différence des autres animaux, il a conscience d'être né, de se nourrir, de se reproduire, d'avoir une histoire, une existence et de mourir. Donc l'homme a quelque chose de spécifique, d'exclusif, qui est la pensée. Donc, pour les philosophes de l'Antiquité, les questions comme la folie, les phénomènes comme la folie, les actes manqués, ne s'expliquaient pas, sauf à dire que la victime a violé une loi morale, une loi spirituelle, et qu'il est sous le coup, n'est-ce pas, des dieux qui lui ont infligé une punition pour avoir violé ces lois-là. On n'expliquait pas la folie, il n'avait pas une rationalité, une théorie de la folie. Donc pour ces philosophes-là, ce qui caractérise subjectivement l'homme, c'est sa pensée, sa raison, c'est l'opération de réflexion qu'il développe, contrairement à l'animal qui est englué dans la bestialité, qui est englué dans l'ici et le maintenant, qui est englué dans l'instinct. Donc, ce jugement a prévalu de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle va apparaître un philosophe éminent qui est René Descartes. Alors, René Descartes reprend ce thème-là, la connaissance de l'homme. Il est soucieux d'asseoir un fondement indubitable de vérité. Alors, Descartes est à la fois philosophe et mathématicien. Il aime beaucoup les mathématiques. Il se plaisait aux mathématiques, comme le dit. Et il reproche aux philosophes d'avant lui de dire des vérités, mais qui ne sont pas configurées mathématiquement, c'est-à-dire démonstrativement, qui n'ont pas le cachet des vérités mathématiques indubitables. Et lui, il va relever ce défi-là, de raisonner de manière cohérente, logique, démonstrative. Et quand Descartes reprend cette question éminemment philosophique, la connaissance de l'homme est-elle possible? Il va procéder par le doute. Si je me mets, comme Descartes, à douter du monde extérieur, à douter que je suis, à douter du lieu où je suis, et si mon doute est radical, je me rends compte d'une évidence que pendant que je suis en train de douter, je me rends compte au moins que je doute. Donc, je peux douter de tout, sauf du fait que je sois en train de douter. Or, qu'est-ce qui me permet de savoir que je suis en train de douter? C'est la pensée.
le cogito en latin. Si je pense, c'est que je suis quelque chose qui pense, tout au moins. Je suis une substance pensante. Je pense, donc je suis cogito ergo sum. Je peux penser faux, mais au moins je pense. Je peux penser que je suis un animal, mais dans la pensée que je suis un animal, dans la pensée que je suis autre chose qu'un homme, que je suis un objet, il y a un invariable. C'est que dans toute opération du doute, l'élément invariable, c'est la pensée. Donc la première vérité métaphysique au-dessus du physique, c'est le cogito. La première vérité indéniable, indubitable, c'est la pensée. C'est que je suis. Et qui suis-je? Je suis un sujet pensant. Dès lors, l'homme se définit par la pensée. L'essence intime de l'homme, c'est la pensée. On ne peut pas douter qu'on ne soit pas possesseur de la pensée. Sinon, autrement, comment pensons-nous? Alors, Descartes, dans une célèbre citation, l'a dit, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. De manière universelle, eh bien, la conscience est infuse en chaque être humain. Et cette conscience-là, cette pensée, c'est cette faculté qui me permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, qui me permet de choisir moralement, pour parler comme Rousseau, conscience, conscient, instinct divin, de telle sorte que quand j'agis, j'ai conscience d'agir en bien comme en mal. On va décliner la conscience en deux segments. Il y a la conscience psychologique, la conscience qui me sert de miroir, c'est-à-dire que pendant que je fais ma vidéo, je sais que je fais ma vidéo, pendant que je vous parle, je sais que je vous parle. Quand j'écris, je sais que j'écris, ça c'est la conscience psychologique. Et puis il y a la conscience morale. Quand je subtilise frauduleusement l'objet qui ne m'appartient pas, je viens de voler. Et j'ai une conscience qui me gronde, c'est ce qu'on appelle la conscience morale. Conscience, conscience, instinct divin, juge infaillible, voix, qui, eh bien, me gronde, pour parler comme Rousseau. Donc, au XVIIe siècle, eh bien, on célèbre la raison, c'est pourquoi Descartes apparaît comme le plus grand rationaliste, le précurseur même du rationalisme, et l'homme, eh bien, est établi comme un sujet définitivement pensant. Mais, une parenthèse, définir l'homme comme sujet pensant, définir l'homme comme sujet pensant, parce que chez Descartes, cette prise de conscience de l'être comme sujet pensant se fait dans une opération de l'âme avec elle-même, ce qu'on appelle le solipsisme, sera décrié, eh bien, déconstruite par Edmond Husserl, qui va montrer que toute conscience est conscience de quelque chose. Il n'y a pas une pensée pure, il n'y a pas une pensée séparée, n'est-ce pas, de l'objet sur lequel cette pensée-là porte. Eh bien, la pensée est générée par le processus de l'altérité. On pense toujours quelque chose. Il n'y a pas, on ne peut pas s'enfermer dans un univers clos et puis prendre conscience de soi. Quand je dis je, c'est parce qu'il y a un tu. Quand je dis moi, c'est parce qu'il y a autre chose que moi. Donc toute conscience est conscience de quelque chose. Ça, c'est une parenthèse pour montrer déjà, ça peut vous aider pour porter une critique, eh bien, à la réflexion solipsiste de Descartes. Karl Marx aussi a une conception matérialiste, socio-économique de la pensée. Il n'y a pas une pensée originelle, pure, abstraite du monde dans lequel on vit. Tout au contraire, eh bien, la conscience est tributaire de son environnement
d'une histoire, d'un contexte social ou historique. La conscience n'est pas autodéterminée, elle est toujours conscience d'une conscience bien générée par une histoire. Ça, c'est Karl Marx qui le développe. Spinoza aussi montre que la conscience n'est pas autonome. La conscience n'est pas seule et esselée. Elle est inscrite dans un déterminisme. Ce déterminisme peut être psychologique, il peut être environnemental, il peut être historique. Au nom de ce déterminisme absolu, il n'y a pas une souveraineté à inférer, au sujet pensant. Par exemple, si je suis en colère et que j'entends répondre à quelqu'un, librement, soit dit en passant, je pense que je suis libre de répondre à quelqu'un, Spinoza va démontrer que cette colère-là est liée à ce que, de manière déterminée, j'agis parce que je suis déterminé par quelque chose qui m'a mis en colère. Soit parce que dans ma culture, on ne peut pas m'injurier de la sorte, on ne peut pas me rabaisser de la sorte dans ma culture. Et donc, je réponds vertement à la personne qui est en face de moi, croyant que je me défends de moi-même. Mais en vérité, je suis traversé par une raison qui est culturelle, n'est-ce pas? Donc, il y a un déterminisme qui en impose au moi. Et ça, c'est une parenthèse qu'on peut relever pour montrer la relativité du jugement cartésien qui dit que la conscience est autonome, qu'elle est souveraine, puis qu'on peut prendre conscience de soi seul et de manière esselée. Mais la crise de la conscience sera soulevée surtout par Freud au XXe siècle. Freud est contemporain de la guerre mondiale. Et pendant la guerre, quand il y a une guerre, on sait ce qui se passe dans une guerre. On vole, on viole, on pille. Freud alors de se poser la question, si comme Descartes, l'être humain se définit par la conscience, et que la conscience, la faculté de distinguer le bien du mal, d'où vient-il que, cet être, qui est un être aussi raisonnable, peut se comporter de manière bestiale, peut même être plus bestial que l'animal? Assurément, il y a quelque chose en l'homme qui dépasse la conscience, qu'on n'a pas encore découvert. Et donc Freud va aller à la découverte de ce continent caché qu'il va nommer l'inconscient. Alors le premier schéma qu'il élabore, c'est un iceberg, une montagne de glace. Quand vous regardez les documentaires à la télévision, vous regardez le film Titanic, vous voyez que au pôle Nord, par exemple, il y a des montagnes de glace sur l'océan. Alors ce qu'on voit, c'est que la partie visible de cette montagne-là, la plus grande partie se trouve enfouie, immergée dans l'océan. Ce qu'on voit, c'est ce que Freud appelle la conscience. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce que Freud appelle l'inconscient. Et donc, Freud va renverser la suprématie de la conscience et dire que désormais, en l'homme se trouve un continent caché qui est l'inconscient. Alors, Freud va élaborer une théorie des topiques en montrant que notre psychisme est divisé en trois parties: l'inconscient, le préconscient, la conscience, ou le ça, le surmoi ou le moi.
Le ça, c'est le réservoir des pulsions, le réservoir de tout ce qui est enfui en nous, qui cherche à se manifester. Le surmoi, c'est le gardien des valeurs morales. Et le moi, c'est ce qu'on appelle la conscience, la vie telle qu'elle est vécue. Donc, il y a que entre ces trois instances-là, une guéguerre. Le ça cherche à se manifester depuis notre enfance par les pulsions. Le surmoi vérifie si ces pulsions-là permettent une vie sociable, j'allais dire, dans l'environnement, dans la communauté. Et si ce n'est pas possible, le surmoi refoule, n'est-ce pas, les pulsions du ça. En fin de compte, ce que Freud veut démontrer, c'est que ce que nous appelons la conscience ou le moi n'est qu'un déguisement des pulsions refoulées dans l'inconscient. Donc, notre façon d'être, notre métier, nos goûts ne relèvent pas de ce que nous l'ayons choisi, développé consciemment, mais ce sont des pulsions déguisées qui se manifestent, soit dit en passant, consciemment. Donc, l'homme croit agir, mais il est agi. Il croit se guider, mais il est téléguidé. Donc, Freud renverse le pôle dominant de la conscience et va asseoir l'inconscient comme étant ce qui nous détermine. L'homme n'est donc pas libre. Il se croit libre, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et il y a que souvent, dans nos agissements, cet inconscient-là transparaît dans les actes manqués. Par exemple, être dans la douche et chanter, siffler dans la douche. Il y a des gens comme ça, quand ils sont dans la douche, ils aiment beaucoup chanter. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'événement particulier, mais ils aiment bien chantonner dans la douche. Chacun de nous a un tic. Eh bien, Freud montre que ces manifestations-là sont des actes manqués et ils témoignent d'un univers inconscient en l'homme, ainsi que le rêve qui a un contenu manifeste et un contenu latent. Le contenu manifeste, c'est le rêve tel que vous avez rêvé. Dans le rêve, un buffle vous poursuivait. Ça, c'est le rêve tel que vous comptez au psychanalyste, au psychologue, et qui va déceler un contenu latent, vous révéler ce que cache le buffle dans l'inconscient collectif, par exemple de l'être humain. Donc, l'homme n'est plus déterminé par la conscience, l'homme est un produit de l'inconscient. Bien évidemment, comme tout débat philosophique, il y aura des auteurs après Freud qui vont contester la théorie freudienne de l'inconscient, dont Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre dit que la théorie freudienne de l'inconscient est une fiction. C'est une fiction. C'est de mauvaise foi qu'on agit et qu'on le met sous le compte d'un inconscient. La conscience sait ce qu'elle refoule et agir et dire que notre acte est lié à un hypothétique inconscient, c'est un alibi, c'est un prétexte, c'est de la mauvaise foi pour voiler notre responsabilité. L'homme est libre sans excuse et il doit assumer ses actes. Parce que Jean-Paul Sartre est un philosophe existentialiste. L'homme existe sans excuse et il est libre sans excuse. On agit parce qu'on est conscient d'agir. Donc, Jean-Paul Sartre va relativiser la théorie de l'inconscient, ou du moins déconstruire cette théorie
et montrer que l'homme est un être libre. Ce que je viens de vous expliquer, c'est de manière globale, c'est de manière générale, j'allais dire. Votre professeur en classe pourra rentrer dans les détails et vous montrer que, eh bien, il y a deux thèses qui s'affrontent. Ceux qui estiment de manière générale que l'être humain répond à une conscience qui le guide, c'est Descartes, c'est Aristote, c'est même Blaise Pascal, penser faire la grandeur de l'homme. Et puis, contre ces philosophes-là, il y a Leibniz avec la théorie des petites perceptions, qui montre que, par exemple, la théorie des petites perceptions, qu'est-ce que c'est? Il faudra que je vous le dise. Eh bien, Leibniz est un précurseur de l'inconscient. Avant que Freud, scientifiquement, ne démontre la théorie de l'inconscient, Leibniz avait émis des doutes sur la suprématie de la conscience avec la théorie des petites perceptions. L'image qu'il prend, c'est l'image des vagues. Quand vous allez à la plage, vous entendez le bruit des ressacs, le bruit des vagues. Et ça, c'est audible. Mais il y a des petits bruits dans les vagues que vous n'entendez pas, et bien qui existent. Eh bien, pour revenir à l'homme, en l'homme se trouvent des petites perceptions inaudibles à la conscience, eh bien, qui agissent sur nous. Alors, cette théorie des petites perceptions montre déjà qu'avant Freud, Leibniz avait déconstruit eh bien, la théorie de l'autonomie de la conscience. Donc, contrairement à Descartes, Leibniz, Freud, Paul Valéry, Spinoza vont révéler qu'on n'agit pas parce qu'on est conscient d'agir, on agit parce qu'on est agi. Je vous remercie et nous allons passer un autre cours à la prochaine vidéo. Merci.